Bonjour Guylaine, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Ça va bien? Toi? Ça va super bien. Avant de commencer, je vais juste dire aux gens qui écoutent la vidéo qu'est-ce qu'il y en est pour cette entrevue Inspiration. Ensuite, je suis à toi. Donc, bienvenue dans Entrevue Inspiration. D'habitude, vous savez que je fais des entrevues avec des femmes, des personnalités publiques avec un cheminement inspirant. Et aujourd'hui, l'entrevue est tout à fait différente. Donc, je fais une entrevue avec une femme inspirante au niveau personnel. Donc, les autres femmes que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, c'est des femmes personnalités publiques, mais cette fois-ci, une femme qui est pour moi une inspiration totale. J'ai vu par hasard sur sa page Facebook la phrase qui dit victoire pour au civil pour Guylaine Lebreu et ça a attiré mon attention pour voir qu'est-ce que c'est et je voyais des commentaires qui félicitaient Guylaine et donc j'ai compris qu'après 13 ans de procédure judiciaire, elle remporte une victoire au civil contre ses agresseurs. Alors vous avez un peu compris un petit peu le concept de cette entrevue inspiration. Mais Guylaine, bonjour. Je vais te demander, donc là, je t'ai présenté un petit peu, mais pour que les gens sachent le contexte de l'entrevue, je vais te demander de peut-être nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à l'enfance, sans nécessairement aller trop dans les détails, mais pour que les gens comprennent pourquoi nous sommes là, pourquoi tu veux donner ta voix aussi pour aider les femmes qui traversent la même chose que toi. Alors, à l'enfance, à la base, comment ça a débuté? Donc, j'ai d'autres questions, c'est sûr à mesure, mais pour l'instant, on va se concentrer sur la partie enfance, si tu es, à l'aise avec ça. Mettons tout d'abord un contexte. En fait, moi, mes parents se sont divorcés très tôt dans ma vie. J'avais environ 2 ans et demi. Et ce sont mes grands-parents paternels qui ont décidé de nous garder, moi, mon frère, et beaucoup plus tard, ma sœur est venue demeurer avec nous. Donc, on demeure avec les grands-parents paternels. C'est une famille quand même assez nombreuse. Ils ont 13 enfants. Les deux parents. Et c'est une famille où il y a toujours des gens dans la maison. Donc, au tout départ, moi et mon frère, on demeure dans c'est un petit bungalow. Il y a une chambre des filles, une chambre des garçons, une chambre qui appartient à mon père et une chambre à mes grands-parents qui était juste aux côtés de la chambre des filles. J'ai été agressée sexuellement par 4 oncles de cette famille, c'est-à-dire c'est de l'inceste intrafamilial, de l'âge de 6 ans. Et quand je dis 6 ans, là, c'est selon mes souvenirs, parce que le premier souvenir que j'ai eu dans cette maison-là, c'est une agression sexuelle. Donc, peut-être qu'avant j'ai été agressée, je peux pas le dire. Donc, ça a duré jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, j'ai commencé à sortir. J'ai eu un amoureux, mon premier amoureux, et j'avais l'impression que je le trompais, ce qui était faux complètement. Là. Je me faisais agresser sexuellement, mais cette impression-là, puis je voulais le garder parce que je l'aimais beaucoup. Ça m'a donné assez de force pour mettre ma limite avec les agresseurs et leur dire non. OK. Est-ce que tu étais capable de... Parce que quand on est agressé, quand on est enfant, c'est comme il faut garder le secret. On a honte, on ne le dit pas. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Est-ce que tu as dévoilé jusqu'à l'âge de 15 ans? Est-ce que quelqu'un Non. a su? Non. T'as tout Non. pris ça sur toi? Oui. Ben, en fait, quand on vit des agressions sexuelles, là, moi j'ai vécu des agressions sexuelles, tout mon développement a été teinté. J'étais pas une personne à part entière. J'ai pas développé ma confiance en soi, mon estime de soi. J'ai pas, mon image était complètement faussée. J'étais un objet. J'étais un objet qu'on utilisait pour répondre à des besoins pervers comme les agressions sexuelles. Est-ce que les oncles sont quatre, c'est ça? Est-ce que Ouais. les quatre étaient au courant que ce que l'un fait ou est-ce qu'ils savent pas? Comme un oncle, il sait pas que l'autre oncle t'agresse ou les quatre étaient au courant? Ben, officiellement, ils disent que non. OK. Euh, Mais toi, ton souvenir? en fait, ils venaient un en arrière de l'autre. Oh mon Ça, je Dieu. peux l'affirmer. Est-ce qu'ils savent, ce qu'ils savaient, ce qu'ils savaient pas? Mais ils venaient un en arrière de l'autre. Ça pouvait être dans la nuit, ça pouvait être dans le jour, ça pouvait être à peu près n'importe quand. Puis personne ne s'est douté. Vraiment personne de ce que tu traversais.
Ben, il y avait ma sœur aussi qui traversait exactement les mêmes choses. Je pense que j'avais des tantes aussi. Je soupçonne que j'ai eu des tantes qui se sont fait agresser sexuellement. Donc, c'était comme une espèce d'un contexte, en fait, qui était miné, un contexte qui était très dysfonctionnel. Euh, donc, est-ce qu'il savait? Je sais pas. OK. Mais à 15 ans, comment tu as fait pour mettre terme à ça? Parce qu'à 15 ans, on est encore jeune, on est ado. Ben, en fait, étant donné que j'avais mon premier amoureux, que, tu sais, qui prenait beaucoup de place dans ma vie, que j'avais l'impression que je le trahissais et je ne voulais pas du tout le trahir, ça m'a vraiment donné la force. Et quand ils sont venus, quand il y en a un, il en restait deux qui m'agressaient sexuellement. Donc, quand il y en avait un qui s'approchait de moi pour me toucher, là, je disais non. Hum, Puis, eux autres aussi avaient peur de se faire pogner, de se faire. Donc, ce que je disais, c'est si t'arrêtes pas, je vais crier. OK. Puis, je vais le dire. Donc, ça a pris à quelques reprises. Là. C'est pas la, quand j'ai pas dit ça une fois, puis après ils ont arrêté. Tu sais, ça a pris quelques reprises, puis après ça, ils ont mis fin là, aux agressions sexuelles. Puis qu'est-ce qui s'est passé à partir de 15 ans? Tu as pu cheminer ta vie parce que j'imagine que notre vie est détruite avec tout ce qui s'est passé à 15 ans. Tu étais capable de faire ta vie? Non, en fait, on survit. Quand j'ai subi ces agressions-là, et ben, je m'en rendais pas compte, mais je survivais. Puis, mon conjoint à l'époque, qui était mon amoureux quand j'avais 15 ans, j'ai resté avec lui jusqu'à l'âge de 22 ans et je te dirais que je vivais en procuration à travers lui. Lui, il me disait, écoute, t'es bonne, t'es intelligente, tu peux faire du cégep. Ah, OK, je peux faire du cégep parce que Steve me le dit, je vais faire du cégep. Après ça, c'était l'université, c'était exactement ça. Mais s'il m'avait dit, j'aurais pas été bonne. Non, c'est Je vivais vraiment, c'était ma vie, c'était lui qui faisait, je faisais tout ce qu'il me disait ce qui était bon pour moi, là. oui. Est-ce que tu vivais de la honte aussi? Le fait que, ou est-ce que ça t'a traversé l'esprit que c'est peut-être ta faute? Ou si, exemple, tu dénonces ça, et les gens vont dire, ah, mais c'est de ta faute. Est-ce que tu as senti ce sentiment de culpabilité, de honte qui t'a empêché de dénoncer? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à l'âge de Oh. au moins 35, entre 35 et 40 ans, là. Cette honte-là, elle t'habite, c'est ce qui fait que t'en parles pas. C'est la honte, puis la culpabilité, hein, c'est toi qui es responsable Ben, c'est ça. parce que tu as Ouais. provoqué. Ouais. Est-ce Parce qu'il y en a qui que, t'ont reproché ça? Est-ce qu'il y a de tes parents? Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit, ben, c'est ta faute, t'as provoqué? Ou t'avais ah juste... ben, en fait, moi, ma famille m'a renié. Ma famille paternelle m'a renié. Tout le monde m'a renié. Ah, OK, en pensant que c'est ta faute, dans le fond, ce que Oh tu... ouais, mais c'est moi qui deviens l'agresseur parce que j'ai dénoncé. C'est moi qui deviens l'agresseur et eux les victimes. Est-ce que c'est tes oncles de côté de ton père ou de ta Ouais, mère? paternelle. Ouais. Côté de ma mère, il y a eu aussi deux agresseurs. Wow. Eux, je pouvais pas les emmener en cours parce qu'il y en a un c'est mon grand-père qui était décédé et mon oncle, je pouvais pas situer s'il avait 17 ou 18 ans. Donc, est-ce que c'était en chambre de la jeunesse ou criminel aux adultes? Je pouvais pas le situer, donc c'est pour ça que j'ai pas pu l'emmener, j'ai pas pu porter plainte contre lui officiellement. Puis est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce que c'était... Ouais, j'ai deux grandes filles. Quel âge ont-elles? J'ai ma plus grande a 30 ans. Elle est transgenre. En fait, je l'ai eu garçon. Hmm, Et depuis 5, 6 ans, là, elle a décidé. Elle s'est toujours sentie mal dans sa peau de gars parce que c'est pas la bonne peau. oui, c'est C'est pas ça. le bon corps, c'est pas la bonne peau. Mais aujourd'hui, c'est une belle grande femme épanouie de 30 ans. Ah, c'est Et génial. j'ai une adolescente de 14 ans aussi. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que moi je dénonce? À l'âge de 24 ans, tu as commencé à penser? Ben, j'ai commencé à dénoncer, j'avais 18 ans, ben, pas de dénoncer en fait. J'ai commencé à en parler. Mhm. J'avais 18 ans, ça a été mon conjoint à l'époque. Ensuite, je l'ai dit pour la première fois dans la famille à ma grand-mère, qui était la matriarche de la famille. Ensuite, j'en ai parlé à quelques amis.
mais ça restait comme ça. Là, j'ai ma sœur qui a été agressée sexuellement aussi. Et elle voulait dénoncer. J'avais fin vingtaine, on a 3 ans et demi de différence, donc elle était 24, je pense qu'elle avait 24 ans à l'époque. Et ce que moi j'avais dit, c'est que t'es pas prête parce que c'est lourd comme tu sais, Oui. porter plainte, là, c'est lourd, puis il faut être prêt pour ce système de justice-là. Et je pense que je n'étais pas prête non plus. Tu sais, je lui disais à elle, mais en même temps, c'était à moi, je me le disais, là. Puis toi, à l'aube de mes 39 ans, elle m'a téléphoné. Ça faisait quelques années qu'elle était déménagée en Angleterre. Oui. Et elle m'a appelé pour me dire, bon, Guylaine, je suis prête. Est-ce que tu veux venir porter plainte avec moi? Je dis, ben, fine. Une semaine plus tard, elle est venue à Sherbrooke, où ce que j'habite. Et nous sommes allés porter plainte ensemble là, au poste de police à Sherbrooke. Est-ce que ça a été difficile que la police croit ou accepte d'aller vers cette démarche-là? Quand on est rentrés toutes les deux, on n'avait aucune attente. Mm-hmm. Dans le sens où on allait donner notre version, puis à partir de là, ben, la police jugera bien qu'est-ce qu'elle... Moi, ça a duré 4 heures, son interrogatoire. Moi, ça a duré 5 heures, mon interrogatoire. Et à la fin, le policier, je me souviendrai tout le temps de de sa réaction, c'est je suis tellement désolée, c'est tellement grave qu'est-ce qu'ils t'ont fait, je suis tellement désolée Wow. que Ouais. mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je banalisais encore ces actes-là. Parce qu'en disant ça, ça m'a fait un choc. J'ai fait, OK, c'est grave comme ça. Wow. Et qu'est-ce qui fait que tu banalisais? Ben, je pense que le fait de banaliser, tu sais, c'est tout les sentiments de vide intérieur, tous les sentiments de se sentir comme un objet, de pas avoir confiance en soi, tout ça, fait que, ben, écoute, ce qu'ils ont fait, c'est pas tant grave, là. Tu sais, il y en a d'autres qui sont pires que moi, là. Puis Mhm. pourtant, j'en ai entendu des histoires parce que moi, j'ai été intervenante très longtemps. Maintenant, je suis psychoéducatrice. Et j'ai entendu des histoires que tu sais, je trouvais des horreurs. Mais moi, ce que j'avais vécu c'était pas si grave que ça, là. Et quand on voit que tu l'as remporté au civil, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas été accusés au criminel? Ils ont été accusés au criminel. Ah, OK. Ah oui, ils ont été accusés au criminel. J'ai porté plainte avec ma sœur au criminel le 1er octobre 2009. En 2010, il y a eu une enquête Bodepac. Je sais pas si familier. J'avais une caméra, j'avais des micros sur moi Oui. et dans la chambre d'hôtel où j'étais et j'ai confronté chaque agresseur pour aller chercher des éléments de preuve. Ah, Euh, à leur insu? à leur insu. Wow. À OK. leur insu. Donc, ce qui a fait en sorte que cette preuve-là, il y en a deux qui ont plaidé coupable parce que il y avait comme une évidence. Hein, il avait avoué sur le bas des packs. Et les deux autres, malgré le fait qu'on avait les vidéos, ils ont plaidé non coupable, mais ils ont quand même eu des sentences. Là. Ils ont été trouvés coupables. OK. Donc, il y en a le premier, il y a seulement que 9 mois, mais l'autre a eu 4 ans. Il y en a un autre qui a eu 3 ans et demi, puis un dernier qui a eu 5 ans. Ah, wow. Et qu'est-ce qui a fait en sorte... Tu as eu un avocat? Parce que j'imagine, ce que j'ai lu, c'est que tu t'es battu au civil tout seul, mais au criminel, là, tu as eu un avocat, j'imagine? Ben, en fait, on n'a pas d'avocat. Au civil, là, c'est le DPCP qui décide s'ils retiennent la plainte ou non. Puis à OK. partir du moment qu'ils retiennent la plainte, c'est la procureure ou le procureur de la couronne qui prend la plainte, mais la plainte appartient plus à la personne, elle appartient à l'État. À l'État, c'est ça. Hmm. Donc, qui fait en sorte que c'était pas mon avocate, c'était la procureure de l'État. Et elle a réussi, bon, hors de tout doute raisonnable, à faire la preuve, qui a fait qu'ils ont tous eu des sentences. Les 4 ont eu des sentences. Les derniers étaient en 2013, là, qui ont eu leur sentence. Donc, c'est ça. Là, la première fois, j'ai fait une fois après ça en recours civil. J'avais une avocate. Mon premier recours civil a été avec une avocate.
OK. Lui, je l'avais entamé en 2015. Ça s'est terminé en 2018, en juin 2018. Et ma cause, j'ai perdu ma cause parce que le juge avait nommé que je n'étais pas dans l'impossibilité d'agir. Donc, c'était prescrit. Le délit était prescrit, donc il rejetait ma cause à cause de la prescription. Ah, wow. OK, puis tu parlais de la loi 55 qui a été modifiée ou Ouais. qui était à ton avantage. Peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi? En fait, le 12 juin 2020, il y a eu une modification de loi avec le projet de loi 55 qui rend imprescriptible toute agression à caractère sexuel durant l'enfance et les violences conjugales également. Là, mais ce qui me concerne, c'était vraiment l'imprescriptibilité au niveau des violences sexuelles durant l'enfance. Mais spécifiquement, l'article 5 de cette loi-là, ce qui ça nommait, c'est si on avait été en recours civil, puis que notre cause avait été rejetée seulement à cause de la prescription, on avait 3 ans pour revenir OK. en cours. Donc, moi, à partir de ce moment-là que la loi a passé, ben, j'ai commencé à faire des démarches pour reprendre mon recours civil. Mais là, étant donné que j'avais mis plus de 50 000 dans mon premier recours civil que je paie encore, Wow. j'avais pas les moyens d'avoir une avocate ou un avocat. Donc, je suis allée chercher des services juridiques, des conseils juridiques d'avocates et d'avocats qui m'ont aidé là à pouvoir monter toute la documentation parce que c'est quand même toutes les procédures, la documentation pour arriver à ce que je me représente seule le 6 et le 7 octobre là, durant le procès. Mais c'est tellement inspirant le fait que le courage que tu as eu de malgré la prescription, malgré que le juge il a pas cru et tout, donc tu as continué et t'as été tellement déterminé, tu veux absolument te libérer, j'imagine, de ce fardeau. Je trouve ça tellement courageux parce que n'importe qui peut-être aurait abandonné face à toutes ces difficultés-là, mais tu as continué. Je l'ai continué pour moi, mais je vous dirais que je l'ai continué pour mes enfants, pour rendre dans une société beaucoup plus sécuritaire, pour qu'il y ait des changements de loi, puis il faut absolument que la honte change de camp. Parce que c'est pas à la victime de ressentir de la honte. Elle, ce qu'elle a subi, c'est un crime. Ce qu'elle a subi, ce sont des agressions Ouais, sexuelles. ouais. Fait que c'est pas à elle, c'est elle, là, elle a à prendre soin d'elle-même. Mais c'est aux agresseurs maintenant d'assumer la responsabilité de leurs actes. C'est eux qui ont sciemment décidé de détruire un enfant. Mais oui. Mais ça prend de l'éducation pour arriver à penser comme ça que nous avons été agressés. C'est pas à nous de se Ça sentir ne nous appartient pas. ça nous appartient pas, mais c'est difficile. C'est difficile Oui, pour les femmes, pour les filles. oui, C'est ça. oui, oui, tout à fait. Mais ça, ça, en fait, là, ça va être de la sensibilisation, ça va être, moi, ce qui nous maintient encore dans cette dynamique-là comme société, je pense, c'est tous les mythes et préjugés qui existent encore, qui perdurent encore à travers le temps, mais c'est dans notre culture. Puis je pense que c'est ça, les mettre à jour, les identifier, remettre la réalité à la bonne place, recadrer la réalité. Je pense que de plus en plus, on va aller vers un changement de mentalité, mais il faut défaire les mythes et préjugés qui existent encore dans notre société. Moi, j'en suis convaincue que ça va avoir un impact. Mais pour faire ça, qu'est-ce que ça prend pour défaire ces mythes-là et pour avancer? Ça prend de la sensibilisation, mais qui va faire ça? Comment? Ben, en fait, j'en profite pour prochainement, j'ai rédigé avec une amie. Oui. C'est un manifeste sur les agressions sexuelles. Mhm. Et ce manifeste-là, en fait, ça parle de statistiques, hein, ça parle mais toute l'ampleur de la problématique, mais qu'on n'ose pas aller dénoncer. Peu vont dénoncer. Puis Oui. concrètement, il y en a pas beaucoup qui ont des sentences, il y en a pas beaucoup de recours civils euh, qui soient responsables de ces actes-là. Fait qu'il faut que ça change ça, il faut que ça change de camp. Oui. Euh, ça démontre aussi toute la gravité, toutes les conséquences que la victime subit au cours de sa vie, pas juste durant le délit, pas juste durant le crime, mais tout de suite, après, ça peut être des années, et il y en a beaucoup qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à Oui. vivre C'est avec ce. lourd. C'est lourd, oui. Oui.
Ça. C'est excessivement lourd. Il y a tous les mythes préjugés aussi, mais il y a aussi des changements de loi qui doivent s'effectuer. Et ce qu'on a voulu dans ce manifeste-là, c'est d'amener des pistes de solutions. Parce qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place qui n'est pas si onéreux, mais qui va demander un changement de mentalité, effectivement. Donc, moi, je pense que... Et ce manifeste-là, il sera disponible comment et où et quand? Ben, sous peu, en fait, on est en train de préparer avec... oui, on veut faire le lancement dans un premier temps, puis par la suite, il va y avoir... on va créer une page Facebook pour pouvoir le mettre en vente, mais pouvoir aussi le publiciser. Donc, les gens vont avoir accès là, à ce manifeste-là, assez rapidement. Est-ce que c'est dans le cadre de ton travail? Tu es intervenante, je pense. Non, c'est pas. Ah oui, je suis psychoéducatrice, mais Oui. c'est pas dans le cadre de mon travail. Ce que ça m'a emmené, en fait, c'est de me passionner pour cette problématique-là qui est les agressions sexuelles, puis de donner espoir aussi aux gens, aux femmes, aux personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles durant l'enfance ou après, mais de dire, hey, on peut s'en sortir et on a des moyens pour le faire. Puis que oui, c'est pas facile. Tu sais, j'irais pas compter des menteries là, en disant que c'est facile. Là. C'est difficile, ça demande de la persévérance, ça demande de la détermination, ça demande d'avoir un mindset qui est vers moi, je veux aller vers là, puis je vais tout faire pour aller vers là. C'est ça. Fait que ça demande ça. Ouais. Donc là, j'ai perdu complètement le fil de mon Mais on parlait du manifeste, en fait, et ce n'est pas dans le cadre de ton travail. Non, mais c'est ça. C'est que ma vie parallèle, j'ai comme une vie parallèle qui... je veux partir ma pratique privée pour pouvoir supporter, accompagner les personnes qui vivent des difficultés. Il y a mon manifeste, il y a un roman aussi que je veux mettre aussi édité. C'est la résilience, wow. Mais tu vois, il y a une phrase que tu as écrite, je pense, où je l'ai lue. Je te cite, là, ils m'ont tué à l'enfance comme un phénix, j'ai ressuscité et maintenant je vole très haut et je me sens libérée. Sérieusement, est-ce qu'on se sent libéré vraiment? Oui. Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, j'ai un sentiment de liberté que j'ai jamais connu. Puis qu'est-ce qui a fait le fait qu'ils ont été reconnus coupables? C'est ça qui t'a donné ce sentiment-là? Oui, justice a pris place puis que tu as gagné. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que tu te sens bien? En fait, pas tant ça que j'ai repris du pouvoir sur ma vie. Maintenant, quand j'ai décidé d'écrire le manifeste, je l'ai pas fait parce que j'ai été agressée sexuellement durant l'enfance. Je l'ai fait parce que c'est mon choix. Ça m'appartient à moi. Maintenant, mes choix sont libérés de tout ce qui était teinté, en fait, des agressions à caractère sexuel. Donc, je pense que c'est de reprendre du pouvoir sur soi, sur ma vie, de dire que, comme n'importe qui, tout est ouvert. Donc, moi, je me dirige vers où je veux me diriger. Puis aujourd'hui, il n'y a pas rien ni personne qui va pouvoir m'arrêter. Est-ce qu'on peut dire que tu es guérie de tes blessures? Oui. C'est toute une libération. Oui. Et ça se transporte aussi, ça se transpose, je veux dire, dans ta famille. Ta famille doit sentir aussi ton état d'esprit, parce que quand on est déprimé, quand on est enfermé, ça sent dans notre famille. Là, sûrement, ils vont voir une Guylaine plus épanouie, j'imagine, plus heureuse. Ça fait à peu près 5 ans que je me suis sortie là. Moi, j'ai fait mon autobiographie. Quand j'ai sorti mon autobiographie en 2018, mon autobiographie est sortie. Et ce que je parle dans cette autobiographie-là, c'est à l'aube de mes 45 ans, à un moment donné, j'ai comme senti l'humanité. J'ai comme senti, je renaissais en fait. Je suis devenue une personne à part entière, une personne humaine. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendue où je suis rendue parce que de base, je suis une personne humaine comme n'importe quelle autre personne. Avant ça, j'étais un objet. Les gens pouvaient m'utiliser comme qu'ils voulaient, c'était correct. Je donnais la permission aux gens de le faire.
Maintenant, étant donné que je suis une personne avec ses propres forces, ses difficultés, ma propre confiance, ma détermination à moi, ben c'est complètement différent, là. Ouais, parce que ce qui t'est arrivé, dans le fond, c'est pas de ta faute, mais ce que tu fais de ta vie maintenant, c'est ta responsabilité, en Oui. fait. Tout à fait. Maintenant, je suis responsable de moi, je suis responsable de mes actions. Oui. C'est plus teinté parce que j'ai subi un traumatisme durant l'enfance, ce qui est complètement différent. Oui. Puis est-ce que tu les vois, ces oncles-là? Est-ce qu'ils sont dans le décor ou non? Moi, j'habite à Sherbrooke, ça fait près de 38 ans. Le crime a eu lieu à Grande-Rivière, qui était en Gaspésie. Euh, Quand je descends, quand que je vais, parce que je continue, Oui, je c'est ce que continue j'ai à vu aller que en tu continues Gaspésie, à aller. Oui. parce que c'est chez moi, c'est la mer, je sais pas, il y a comme quelque chose, il y a un cachet, et j'aime aller me retrouver dans mes racines. Et oui, je les croise, et je croise aussi la famille au complet. Parce qu'il y a un épicerie, il y a un port de mer. Donc, moi, je côtoie à peu près les mêmes places qu'eux, Oui. qu'elles. Oui. Et, mais pour moi, aujourd'hui, ma grande victoire, c'est que ils peuvent passer à côté de moi, mais ça m'indiffère maintenant. Quelle victoire, sérieusement. Ah, au-delà de l'argent, parce que j'ai vu que tu as eu un montant d'argent, mais tantôt tu disais que ça t'a coûté une fortune aussi pour poursuivre. Donc, c'est pas vraiment l'argent que tu as eu. Ben, dans le fond, tu as dépensé cet argent-là pour défendre ta cause, pour que tu sois bien. Donc, ça va au-delà de juste avoir un montant d'argent. Oh oui. Moi, ce que je voulais faire, en fait, là, c'est dans les causes en recours civil, quand il y a des dédommagements, quand il y a des ententes. Souvent, il y a des accords de signature, ben, souvent, pratiquement tout le temps, des accords de confidentialité de signer. Et ce que moi, j'ai refusé. Je n'ai pas voulu de signer de accord de confidentialité parce que je voulais pas perpétuer le secret. Tu sais, Ah, le secret incestueux, dans une famille incestueuse, intrafamiliale, le secret mine une personne, le secret détruit l'enfant. Je voulais pas perpétuer ce secret-là. Fait que pour hum, moi, là, je voulais pas être liée à un secret avec eux. ok. Donc, j'ai refusé de signer l'accord de confidentialité, Hum. puis Ça a ils été ont fini par accepter. Oh, oui, ils ont fini par accepter. Mais même s'ils n'avaient pas accepté, ça aurait été en jugement. Et si ça avait été en jugement, c'est public. Ah, oui, ok. Donc, il n'avait pas trop de choix. Ok. Non. Bon, l'importance que maintenant tu vas bien et tu prends un autre cheminement et puis tout ça, ça t'a, en fait, c'est malheureux, mais ça t'a donné beaucoup d'outils pour avancer, pour aider, pour inspirer. Tu es vraiment inspirante. Et étant donné que Mm. mes entrevues sont juste 30 minutes, donc on arrive à la fin. C'est quoi que, j'aimerais ça que tu me donnes un conseil peut-être aux femmes qui traversent la même chose que toi. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil pour les aider à sortir du garde-robe, en fait? Ben, en fait, là, c'est de prendre soin d'elle. Ça, c'est la première chose, c'est de prendre le temps de prendre soin d'elle et d'en venir éventuellement à la conclusion que les traumatismes qu'ils ont subis ne leur appartient pas à eux. Oui, c'est important C'est ça. vraiment, oui, puis c'est de sortir ce traumatisme-là. C'est comme un peu, si on sort le traumatisme, je peux pas avoir honte de quelque chose, je peux pas avoir honte d'une tasse ou je peux pas avoir honte de... Donc, ils n'ont pas à avoir honte d'avoir subi un traumatisme. C'est aux agresseurs d'avoir honte d'avoir agressé sexuellement un enfant, une personne vulnérable. Donc, c'est de prendre le temps. Puis de les aider peut-être à dénoncer, parce que ça veut pas dire qu'elles sont assez courageuses pour dire, ou prêtes, pas nécessairement courageuses, prêtes pour aller dénoncer. Ça va tout rester en dedans, tout ça. Ouais. Mais déjà de survivre, c'est très courageux. Oui. Déjà là, en partant, survivre, c'est très courageux parce que c'est le traumatisme le plus déshumanisant qui soit là. Donc, juste de survivre, c'est courageux. De prendre le temps de dire comment moi je peux reprendre du pouvoir sur ma vie. Ça, c'est excessivement important parce que c'est cette reprise du pouvoir-là qui fait toute une différence. Est-ce que c'est par une dénonciation à la police? Est-ce que c'est un recours civil? Est-ce que c'est confronter l'agresseur
bon, avec l'aide de certains organismes, Oups, là, je pense que... ça dure, et il reste Encore, encore oui, 10 minutes. 10 minutes, oui. Oui. Donc, mais c'est de prendre le temps de voir qu'est-ce qui te fait du bien, mais qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir reprendre du pouvoir sur toi-même. Puis ça a tout un impact sur, en tout cas, moi, ça a eu tout un impact sur ma vie. Mais Guylaine, merci beaucoup de ton temps, là, de tout ce que tu m'as raconté. Sûrement que ça va être une inspiration pour les femmes. Ils vont s'inspirer de ton histoire. Puis je suis contente que maintenant tu es une personne à part entière qui s'épanouit, qui avance, qui aide et que toute cette histoire-là est en arrière derrière toi là aujourd'hui. Mais je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets et j'ai hâte de lire ton manifeste quand il va sortir, ton livre éventuellement. Mais bravo Ben, pour ce cheminement-là, bravo pour cette belle vie que tu vas mener éventuellement. grand merci à toi de pouvoir, de m'avoir permis d'avoir cette tribune-là pour pouvoir l'exprimer Ah mon Dieu, et c'est la moindre des choses. offrir de l'espoir aussi aux Oui, personnes qui ont été victimes. oui, je souhaite. Mais je te souhaite une agréable fin de journée. Puis on va se revoir ou se parler éventuellement. Un grand merci à toi, puis toi aussi. Passe une belle journée. Merci, je t'embrasse. Bye.